Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle conférence VK consacrée aujourd'hui aux élections locales de mars prochain, élections avant et après le scrutin, les règles à respecter. Je suis Julien Prévoto, responsable des collections éditoriales, publishing et médias pour VK. J'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cet événement. Alors au cours de cette webconférence, dès maintenant, vous pouvez poser vos questions via la fenêtre questions de l'interface GoToWebinar sur la droite de votre écran. Posez d'ores et déjà vos questions, nous tenterons d'y répondre tout au long de l'heure que nous allons passer ensemble. Nous vous informons que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne. Vous pourrez donc visionner à nouveau l'événement dans les jours à venir. Alors, élection municipale, premier tour le dimanche 15 mars 2020, second tour dimanche 22 mars 2020. Le droit électoral est particulièrement strict. Il est donc nécessaire de bien connaître les textes, d'autant que des nouveautés ont été introduites, notamment par la toute récente loi Engagement et Proximité de décembre 2019, et d'autres évolutions par rapport au scrutin de 2014, nous allons le voir, ont été introduites par la loi NOTRe il y a 5 ans déjà. Donc un rappel est plus que nécessaire. Nous aborderons plusieurs thèmes au cours de cette webconférence en deux parties, avant et après le scrutin. Alors, dernière semaine de campagne, règles à suivre en matière de communication, documents de propagande, fusion des listes et comptes de campagne, mais aussi premiers actes fondateurs du mandat, première séance du conseil municipal qui convoque, dans quel délai, par quels moyens, règlement intérieur qui est concerné, quels éléments doit-on y inscrire. Ce sont tous ces thèmes que nous allons aborder. Pour répondre à toutes ces questions et vous aider à déjouer les pièges à éviter, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Maître Philippe Buteau. Maître Philippe Buteau, avocat au barreau de Paris, avocat associé fondateur du cabinet Oppidum Avocat. Vous êtes spécialiste en conseil et défense des collectivités territoriales et de leurs élus. Bonjour. Alors, maître, abordons ensemble notre premier thème, celui de la communication en cette dernière semaine de campagne qui se profile. Alors, quelles sont les règles à respecter? Je dirais quelles sont les erreurs à éviter absolument. Je signale à nos auditeurs que vous retrouvez pour nos abonnés vos fiches à l'écran de vos abonnements qui concernent spécifiquement les thèmes abordés ce matin. Alors, cher Philippe, quelles sont ces erreurs à éviter? Alors, la dernière semaine de campagne, c'est celle qui est la plus dangereuse pour les candidats. Et ce que je constate, élection après élection, c'est que quand on est 6 mois avant l'élection, tout le monde est très féru de droit, tout le monde est très sensible au cadre juridique de la campagne, les équipes se forment, et pourtant, ce n'est pas 6 mois avant l'élection que les pires bêtises peuvent être faites. Les pires bêtises, elles sont faites dans les derniers jours de la campagne, au cours de cette dernière semaine qui va précéder le 15 mars. Et c'est justement à ce moment-là qu'on a tendance à oublier le droit et à faire la bêtise qui va ensuite, dans le cadre du 3e tour, devant le juge, causer l'annulation du scrutin. Alors, de quoi s'agit-il? On a de longue date une jurisprudence qui nous interdisait de prendre l'adversaire par surprise au dernier moment. Eh bien, cette jurisprudence, elle a été codifiée désormais à l'article L48-2 du Code électoral que vous avez sous les yeux, qu'on a reproduit. Et cet article reprend la position qui a toujours été celle du juge électoral. Alors, on peut la lire. Il est interdit de porter à la connaissance du public, donc par un tract, par un billet de blog, par quelque support que ce soit, un élément nouveau de polémique électorale. Et il n'y a pas de date précise. Il est écrit à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Bon, la fin de la campagne électorale, jusqu'à ces élections municipales de mars 2020, c'est le samedi soir. On verra tout à l'heure qu'à partir du samedi matin, on ne peut rien diffuser. Mais la campagne officielle, elle se termine le samedi soir. En revanche, qu'est-ce qui est visé là? Le moment où on ne peut plus concevoir le tract, éditer le tract, imprimer le tract et diffuser le tract suffisamment tôt pour que l'électeur ait une réponse à la dernière attaque. Alors,
quand on regarde en jurisprudence comment ça se passe et quels sont les cas qui ont donné lieu à annulation. Avant le mercredi qui précède le scrutin, il est très, très fréquent que le juge considère que la personne visée par l'attaque avait le temps et la capacité de répondre. En revanche, à partir du jeudi, là, ça devient extrêmement dangereux de sortir de son chapeau ce qu'on croyait être le coup fatal, la révélation de dernière minute, et de la diffuser largement aux électeurs. Parce que avec des électeurs qui rentrent chez eux le jeudi soir, qui découvrent dans la boîte aux lettres un tract avec une prétendue révélation sur l'adversaire, eh bien, l'adversaire aura beaucoup de mal à concevoir les arguments, éditer le tract et le diffuser dans la journée du vendredi. Alors même que, à partir du samedi 0h, il ne pourra plus diffuser le tract. Il pourra toujours parler aux gens pendant la journée du samedi, mais il ne pourra plus diffuser le tract en réponse. Alors, ainsi, avant le mercredi, cet article a peu de chances de s'appliquer. À partir du jeudi, il risque fort d'être reconnu comme violé par le juge électoral. La journée du mercredi est toujours un petit peu grise. Ça dépend du support qu'on a utilisé, ça dépend de l'ampleur de la révélation qu'on croit pouvoir faire, de la difficulté de l'adversaire à apporter des contre-arguments. Le cas du mercredi est vraiment pas facile à trancher. En tout cas, ne croyez pas qu'il est intéressant, opportun, intelligent de garder sous le coude une prétendue révélation pour la sortir la dernière minute. C'est la meilleure façon de vicier votre victoire et de donner à l'adversaire un moyen pour que votre victoire soit annulée. Et j'insiste sur un dernier point là-dessus. Ce n'est pas qu'une fausse information qui est visée là. C'est un élément nouveau, y compris s'il est vrai. Je vous donne un exemple qui date déjà, mais qui est tout à fait parlant. Au cours du dernier week-end qui précédait le scrutin, une équipe électorale a cru malin d'afficher sur tous les panneaux, sur tous les emplacements réservés de leur adversaire, la reproduction d'un article paru dans le journal 2 ans avant et qui faisait référence à la mise en examen du candidat. Vous imaginez le résultat. Le dimanche, les gens vont voter. Sur le panneau officiel du candidat en question, ils ont la reproduction d'un article de presse avec la mention de la mise en examen. C'était vrai. Il n'y avait rien de faux là-dedans. Simplement, le juge a annulé la victoire de l'équipe qui avait cru pouvoir faire ça par 120 voix d'avance, au motif qu'ils avaient pris l'initiative d'introduire dans le débat un élément nouveau, même s'il était vrai. Donc, on ne surprend pas les électeurs, on doit donner à l'électeur les moyens d'avoir toutes les informations pour faire son choix le dimanche. On ne prend pas les adversaires par surprise, ça se retourne contre nous. Et au cours de la dernière semaine, il y a une règle qui est beaucoup plus claire, dans le code électoral également, et qui, donc à l'article 49, et qui nous interdit d'émettre, de distribuer, on va dire, tout document électoral à partir du samedi matin, que ce soit en papier ou par voie électronique. Donc, on n'envoie pas de mail, on ne poste pas une nouvelle publication sur la page Facebook de la campagne, parce que le législateur a voulu justement qu'à partir du samedi matin, on puisse prendre le temps de la réflexion et qu'on arrête de distribuer les choses. Ça ne signifie pas que la page Facebook doit être fermée, ou que le compte Twitter soit fermé, ou que le site internet de campagne soit fermé. Ça implique juste, mais ça j'ai l'impression que ça commence à être bien connu dans les têtes, ça implique juste que les outils numériques soient gelés. Donc on les laisse accessibles, mais on ne les modifie plus rien de nouveau à partir du samedi matin. Des règles essentielles à rappeler, contrairement à 2014 où les outils étaient déjà là, mais en 6 ans, les réseaux sociaux, le Twitter, etc., c'est largement développé et sont des éléments essentiels que vous venez de rappeler là. Passons aux documents de propagande officielle. Nos abonnés peuvent retrouver la fiche 3803 sur leurs abonnements. Alors là, c'est doublement intéressant puisqu'il me semble, cher Philippe, qu'il y a des nouveautés introduites. Exactement. Non seulement c'est un sujet qui préoccupe là, au moment où on parle, les équipes de campagne, soit des projets de bulletins, des projets de circulaires. Je sais que tout le monde est en train de finaliser ces documents. Donc,
raison de plus d'en parler ce matin. Et comme vous venez de le dire, les derniers textes, que ce soit la loi engagement et proximité ou un décret également de décembre 2019, ont modifié une règle importante en la matière. Donc on va en parler. Pour parler des instruments de propagande officiels, rien de plus clair que de faire les trois successivement. On va avoir le bulletin, et puis après la circulaire, qu'on appelle profession de foi aussi souvent, et puis les affiches officielles. Alors les règles sont parfois communes, mais aussi distinctes. Alors le bulletin. Dans le code électoral, on a des règles de format du bulletin. Alors ça peut paraître évident, en fait ça n'est pas tout à fait, ça appelle quelques remarques. Parce que regardez, sur la première ligne, on nous impose un format rectangulaire. Ça fait maintenant 15 ans qu'on a un format imposé. Avant, on pouvait être un peu plus imaginatif, on pouvait faire des ronds, Maintenant, c'est rectangulaire et c'est un format imposé en fonction du nombre de noms qu'on va trouver sur le bulletin. Et c'est là que je reçois quelques questions et quelques doutes. Parce que prenez le cas le plus fréquent, enfin le deuxième ou le troisième cas, où, pour les municipales, on a un format qui s'impose. On voit 31 noms. Mais comment on compte les noms? Alors, accrochez-vous un peu. Comme vous le savez, au-delà de 1000 habitants, on va avoir un bulletin de vote en deux parties. À gauche, la liste des candidats au conseil municipal et à droite du bulletin, la liste des candidats au conseil communautaire. Et comme vous le savez aussi sûrement, ce sont les mêmes noms, ce sont des noms communs qu'on va retrouver à gauche et à droite. Est-ce qu'on les compte deux fois? Oui, on les compte deux fois. Donc la tête de liste au conseil municipal et la tête de liste au conseil communautaire, c'est le même nom, mais on le compte deux fois. En revanche, vous savez peut-être que pour la première fois cette année, les listes candidates au conseil municipal vont pouvoir ajouter deux noms de plus, enfin ont pu, parce que maintenant c'était hier la date limite pour déposer les listes, mais ont pu rajouter deux noms de plus que le nombre de sièges à pourvoir au conseil municipal, qu'on appelle maintenant suppléants, des personnes qui constitueront un vivier en cours de mandat pour remplacer les éventuels démissionnaires. Ces personnes-là figurent bien sur la liste et sur le bulletin, mais elles, il ne faut pas les compter. Si on a fait le choix d'en rajouter un ou d'en rajouter deux, très bien de ne pas le faire, hein, mais si on a fait le choix d'en rajouter un ou d'en rajouter deux, celles-là, il ne faut pas les compter. Pourquoi? On va trouver ça très étrange. Tout simplement pour s'assurer que dans une même commune, toutes les listes aient des bulletins de même taille. Parce que vous pouvez être à cheval du 31 noms, et certaines listes qui en rajouteraient deux passeraient au-delà. Bon. Donc, pour être sûr que les listes qui rajoutent deux noms ou les listes qui n'en rajoutent pas aient la même taille de bulletin, parce qu'après, ça ne fait pas la même enveloppe, ça ne fait pas la même grosseur d'enveloppe, eh bien, on ne compte pas ces deux éventuels suppléments. Ce n'est pas si simple la question du format. Ensuite, des règles qui sont bien connues. Un bulletin de vote, c'est sur papier blanc, obligatoirement, alors qu'une affiche, comme on verra, c'est surtout, sauf du papier blanc. Le bulletin de vote, c'est sur du papier blanc, une seule couleur. Dans les faits, dans les projets que je vois passer, il y en a une qui m'a l'air très à la mode cette année. On verra si ça se traduit dans les faits. Le grammage, ça a été modifié. Jusqu'à maintenant, il y avait une fourchette. On pouvait prendre du papier qui soit entre 60 et 80 grammes par mètre carré. Maintenant, c'est 70. Et la règle paraît tellement stricte que tout récemment, là, en décembre, un décret a été pris qui nous rappelle que les bulletins de vote doivent avoir un grammage de 70 grammes par mètre carré. Mais que si tel n'était pas le cas, ça ne pourrait pas justifier l'annulation du bulletin au moment du dépouillement. Ça aurait été une conséquence beaucoup trop grave pour une règle qui, certes, a vocation à homogénéiser le bulletin, qui ne peut pas avoir des conséquences aussi graves. Donc, vous risquez que la commission de propagande ne les envoie pas chez les gens. En revanche, si vous les fournissez vous-même dans les bureaux de vote, ils seront valables. Et la dernière règle en matière de bulletin, qui elle aussi a donné lieu à quelques cas drôlatiques, c'est qu'on n'a pas le droit d'indiquer sur le bulletin d'autres noms de personnes physiques que le nom des candidats. C'est pour éviter de créer une confusion dans l'esprit de l'électeur. Pendant longtemps, on a mis telle liste avec Jean Dupont pour montrer le soutien de Jean Dupont à la liste, mais ça crée un peu une confusion. Est-ce qu'il est vraiment candidat dans la vie ou pas? Donc désormais, Jean Dupont, s'il n'est pas candidat sur la liste, il ne peut pas être mentionné. Ça a donné lieu en jurisprudence à une application assez ferme par le juge. Par exemple,
les personnes qui ont cru pouvoir, c'est un cas connu, hein, à La Réunion, se prévaloir du soutien de l'ancien président de région, M. Vergès, en mettant en filigrane sur le bulletin Vergès, véritable gestionnaire. VER-GES. Alors le nom apparaissait, c'était un clin d'œil évident, et le Conseil d'État a censuré, ou plutôt a validé la commission de propagande qui a refusé d'acheminer ces bulletins. Donc, on ne plaisante pas avec cette règle, on ne trouve pas de pis-aller ou de moyens de contourner, on ne met pas d'autres noms de personnes physiques. En revanche, comme on a le droit de mettre sa profession, si on est directeur de l'agence locale d'une société, on peut mettre directeur de l'agence locale de cette société-là, parce que c'est un nom de personne morale. Prenons une question sur le bulletin. Faut-il attendre l'avis de la commission de propagande pour valider les BAT, l'impression des bulletins? Mais conformément à la circulaire de la préfecture, la commission de propagande refuse d'organiser une commission pour valider les bulletins. Ben oui, en fait, il faut être prêt, évidemment, avec les projets, mais quand appuyer sur le bouton et faire tirer l'intégralité des exemplaires, vous prenez un risque à le faire avant que la commission soit prononcée. Parce que pour les questions, par exemple, de couleur dont on va parler après, eh bien, la modification à opérer ne serait pas énorme. Elle peut être faite dans l'heure. Et là, vous êtes tranquille. Parce que vous modifiez le document, vous signez tout de suite le bon à tirer et ça part à l'impression. Donc, je sais bien que tous les candidats ne disposent pas d'imprimeurs suffisamment réactifs pour jouer ce jeu-là. Mais c'est bien pourtant l'objectif qu'il faut rechercher, un imprimeur suffisamment réactif pour mettre à disposition de la commission de la propagande le nombre d'exemplaires nécessaires, une fois qu'on sait que l'exemplaire que cette commission a examiné est validé. Alors, si on ne peut pas attendre, et de toute façon, c'est conseillé, posez-vous les bonnes questions en amont. C'est peut-être aussi pour ça qu'on est là ce matin. Bon. Les règles en matière de propagande officielle sont quand même pas extrêmement nombreuses. On va les lister là en quelques pages. Quand même pas très compliqué de faire attention et dans les quelques cas de doute, de choisir la position de sécurité. De prudence. Il n'y a rien de mieux quand même que la prévention et l'analyse juridique en amont pour ne pas avoir de mauvaises surprises dans les commissions de propagande. Autre question sur le bulletin, est-ce que les noms des candidats conseillers communautaires rajoutés, selon les sièges à pourvoir, 1 ou plus 2, sont également comptés pour les formats des bulletins de vote? Alors eux, oui. Je vous rappelle, on a 2 parties sur le bulletin. À gauche, conseil municipal, à droite, conseil communautaire. Sur la partie de droite, et depuis la dernière fois déjà, vous allez avoir en nombre de noms, le nombre de sièges dont dispose la commune au conseil communautaire, plus le futur remplaçant. 1, si la commune a jusqu'à 4 sièges, et puis 2 au-delà. Ces candidats-là doivent être comptés pour la détermination du format du bulletin. Pourquoi? Parce que cela ne procède pas d'un libre choix des candidats. Toutes les listes candidates dans la même commune auront le même nombre de candidats au conseil communautaire. 5 sièges pour la commune, plus 2. La présence de ces candidats sur la partie droite du bulletin, elle est imposée par la loi. Donc, il n'y aura pas de variation entre les listes, donc on les prend en compte pour déterminer le format. Ce dont je parlais tout à l'heure, c'est bien l'option pour 2 candidats supplémentaires sur la partie gauche du bulletin qui est laissée à chaque liste et qui, elle, ne doit pas être prise en compte. Poursuivons sur nos documents de propagande et passons aux circulaires, aux professions de foi. Alors là, les professions de foi, cette page A4, recto verso si l'on veut, qui va être reçue par les électeurs dans l'enveloppe à domicile pendant la semaine qui précède le premier tour. Un format A4 est imposé. La même contrainte de grammage, nouvelle, très précise, est imposée également. Et la nouveauté de l'année concerne la fameuse, je dis fameuse parce que je constate qu'elle a toujours beaucoup occupé les esprits, la fameuse question des couleurs. Jusqu'à maintenant, le code électoral interdisait d'utiliser dans ces professions de foi et sur les affiches la combinaison des 3 couleurs nationales, bleu, blanc, rouge.
Et on avait vu des gens très zélés refuser qu'un candidat propose une affiche ou une confession de foi où il y avait un petit peu de bleu ici, un petit peu de rouge là, un petit peu de blanc ailleurs, alors même que le Conseil d'État nous disait que dès lors qu'il y avait d'autres couleurs, c'était plus un problème. Tous ces débats-là, qui animaient parfois les réunions de la commission de propagande, tous ces débats-là sont dépassés. Parce que, en décembre dernier, les textes ont changé et nous disent désormais, non plus qu'il est interdit de combiner ces trois couleurs, mais qu'il est seulement interdit de les juxtaposer. C'est bien la différence. C'est que désormais, la seule chose qui est interdite, c'est de reproduire le drapeau national, bleu, blanc, rouge, ou d'avoir une juxtaposition de bleu, blanc, rouge, côte à côte, qui soit de nature à créer une confusion avec le drapeau national. Tout ça relevant d'une règle très traditionnelle qui est sûrement la conséquence du traumatisme des républicains pour les candidats officiels de la période bonapartiste. Désormais, on veut que tous les candidats soient à égalité, même les sortants, et donc on refuse que qui que ce soit invoque le bénéfice de ces trois couleurs qui sont censées réunir tous les citoyens. Donc, à l'arrivée, la conception de la profession de foi, elle est un peu plus libre qu'avant, parce que si vous avez désormais sur votre profession de foi une photo où on voit du ciel bleu, un beffroi blanc et puis un coquelicot rouge tout en bas mais au milieu de l'herbe, les trois couleurs seront plus juxtaposées. Donc vous pourrez très bien diffuser cela. Poursuivons, document de propagande, cette fois-ci les affiches électorales. Oui, pour les affiches, c'est donc le troisième instrument de propagande officielle. On a une règle de format qui est finalement assez libérale. Hein, parce que la seule contrainte, c'est de ne pas dépasser le format, ça doit être A1, pas imprimeur de métier, mais je crois que ce format-là, c'est A1, c'est-à-dire 59 cm de large et 81 de haut, tout simplement pour être sûr que ça tienne sur les emplacements réservés, parce que si on avait le droit de faire absolument n'importe quoi, ça pendrait, ça serait tout à fait vilain. Donc on a juste un format maximal. Deuxième interdiction importante, le papier blanc, parce que, et là aussi ça nous renvoie à une grande tradition républicaine, les affiches sur papier blanc sont réservées à l'autorité, dont toutes les affiches qu'on va trouver en mairie. Et donc, de la même façon, pour qu'il n'y ait pas de confusion entre l'expression officielle de l'institution et puis l'expression partisane des candidats, on interdit aux candidats d'utiliser des affiches sur fond blanc. Et on va retrouver, un troisième point, l'interdiction dont on vient de parler un instant. Avant, c'était la combinaison des trois couleurs. Désormais, c'est la juxtaposition des trois couleurs qui est interdite sur ces affiches, exactement dans les mêmes conditions qu'elle est interdite sur les circulaires et les professions de foi. Concernant le lieu d'affichage, on a mis une dernière remarque parce que ça fait maintenant 14 ans qu'on peut utiliser aussi bien les emplacements réservés, ceux qui sont en métal ou ceux qui sont dessinés sur les murs en briques dans les plus petits villages, bien sûr, et ils seront installés, ces panneaux en métal, à partir de lundi, parce que la campagne officielle va s'ouvrir. Mais aussi les panneaux d'affichage libre, ces panneaux associatifs, comme on dit. Parce que le pouvoir réglementaire s'est rendu compte que en période électorale, tout le monde affichait sur ces panneaux, donc le droit est venu épouser la pratique et la légalité de cette pratique a été reconnue. On peut légalement afficher sur ces panneaux d'affichage libre. Et deuxième point concernant les lieux d'affichage, sur ces emplacements réservés, on peut mettre les affiches qu'on veut. Il y a longtemps, on était contraint de s'en tenir à une grande affiche et à une petite qui annonçait une réunion publique. Ça, ce sont les règles pour se voir rembourser au titre de la propagande officielle, les affiches. Mais ce ne sont pas les règles d'utilisation du panneau. Si sur votre panneau, vous avez envie de mettre 12 toutes petites affiches, une par proposition, par exemple, eh bien, vous mettez 12 petites affiches. Ça ne méconnaît aucune règle. Merci, cher Philippe. Passons dès à présent à l'entre-deux tours. Là, concernant les fusions des listes et comptes de campagne. Vous retrouvez une nouvelle fois, pour nos abonnés, votre fiche mise à jour tout récemment hein, pour tenir compte des dernières modifications. Alors, les conditions de la fusion des listes et comptes de campagne.
Alors, les conditions de la fusion, en général, elles sont bien connues par les équipes, mais il vaut toujours mieux les rappeler. À l'issue du premier tour, les listes qui auront obtenu 10% de suffrages exprimés pourront se maintenir. Là-dessus, j'ajoute une remarque, c'est que les listes qui pourront se maintenir se maintiendront si la personne désignée comme responsable de liste avant le premier tour, c'est-à-dire la personne qui est allée hier, avant-hier, cette semaine, déposer la liste au nom des colistiers en préfecture, cette personne que le code désigne sous le nom de responsable de liste pourra, dans l'entre-deux tours, confirmer la présence au second tour de la même liste, sans modification et sans demander l'avis ou l'accord des personnes qui composent cette liste. Quand vous êtes engagé sur une liste pour le premier tour, si le responsable de liste décide qu'on se maintiendra au-dessus de 10% et qu'on ne fusionnera pas, on ne vous demandera pas votre avis. C'est lui qui confirmera la candidature de la liste au second tour. C'est un point qui n'est pas toujours bien perçu. Pour autant, évidemment, quand on a fait plus de 10%, on peut fusionner avec d'autres. Et on peut fusionner avec les listes qui auront fait au moins 5%. Donc, vous comprenez, entre 5 et 10%, on ne peut pas se maintenir, mais on peut s'associer. Si on trouve une liste qui a fait plus de 10% et qui est prête à nous accueillir. Alors, quand je dis à nous accueillir, c'est bien sur une seule liste. Parce que la liste qui a fait entre 5 et 10% pourra voir certains de ces candidats rejoindre une liste de premier tour, mais seulement une. On ne s'éparpille pas dans la nature sur plusieurs listes différentes. Et là encore, c'est la personne qui aura la qualité de responsable de liste, bien souvent c'est le candidat tête de liste, mais pas toujours, qui décidera avec quelle liste on peut fusionner. Mais il est strictement interdit de se retrouver avec des membres d'une liste A qui soient sur les listes B, C ou D au deuxième tour. Quatrième remarque, l'ordre des candidats sur la liste de fusion, elle peut être librement répartie. Au point d'ailleurs que quand on fusionne, on peut choisir un candidat tête de liste qui n'ait pas été tête de liste au premier tour. Tête de liste de la liste A, on a M. A, tête de liste B, on a Mme B. Et bien la liste de fusion, ça sera peut-être M. C ou Mme D, issus de l'une des deux listes évidemment, mais pas forcément tête de liste au premier tour. Évidemment, dernière remarque, cette liste issue de la fusion, elle doit être paritaire avec une alternance stricte de candidats des deux sexes, homme-femme ou femme-homme, femme-homme, exactement comme l'étaient les listes de premier tour. Donc ça, ce sont les conditions pour fusionner. Je n'ai pas dit, évidemment, il fallait déposer cette liste de fusion au plus tard le mardi à 18 h, donc on a très peu de temps pour s'accorder sur les conditions de la fusion. Il va falloir rebâtir une liste à partir de la composition de celle présente au premier tour. Alors, ça, c'est pour déposer la liste, mais il y a des conséquences de la fusion en termes de compte de campagne qui sont parfois un peu floues. Alors, dans ce tableau-là, qui est repris de l'une de nos fiches sur les cas, vous avez deux lignes différentes. Qu'est-ce qui se passe au premier tour? Qu'est-ce qui se passe au deuxième tour? Avec un souci qui est quels sont les comptes de campagne à déposer dans une telle hypothèse? Alors regardez, sur la ligne du premier tour. Au premier tour, on a une liste A qui est dite absorbante et une liste B qui est dite absorbée. Pourquoi? Et ça, c'est fondamental pour la question des comptes de campagne. C'est quand on va fusionner, il y aura toujours une liste absorbante de une ou plusieurs autres. Une liste qui va se poursuivre, en fait, financièrement au second tour. Alors, quelle sera-t-elle? Premier critère, la tête de liste. Si, au second tour, la liste issue de la fusion a comme tête de liste quelqu'un qui était en tête de la liste A au premier tour, alors on considérera que c'est la liste A qui a absorbé les autres du seul fait que son candidat tête de liste est le même. Mais parfois, comme je vous le disais, on rebat complètement l'écart. Et dans ce cas-là, qui est absorbant et qui est absorbé? Alors, ce n'est plus la liste sur laquelle figurait le nouveau tête de liste. C'est plus ça le critère. Dans ce cas-là, le critère, c'est d'où vient la majorité des candidats de la liste de fusion. On compte
Et la liste absorbante sera la liste dont sont issus les conseillers qui sont les plus nombreux sur la liste de fusion. Donc, pour les conséquences financières, la première question à se poser, c'est qui est absorbant? Là, dans notre exemple, c'est la liste A. Choisir le cas le plus simple, c'est tout simplement parce que la tête de liste est la même, avant et après le premier tour. Donc, la liste A est absorbante. Ça signifie que la liste B devra déposer un compte de campagne, mais que ce compte de campagne s'arrêtera au soir du premier tour. Donc, comme tout le monde, la liste B devra déposer, avant le 10e vendredi qui suit le premier tour, à 18 h, devant la Commission nationale des comptes de campagne, un compte de campagne. Mais il s'arrêtera au premier tour. Je dis comme tout le monde, c'est parce qu'on doit aller vite, mais ça ne concerne évidemment que les communes de plus de 9000 habitants, ce dont je parle là. En dessous de 9000 habitants, il n'y a pas de compte de campagne, il n'y a pas de mandataire, donc il n'y a pas de problème. Mais au-dessus de 9000 habitants, c'est ainsi qu'il faut agir. Et le mandataire financier de la liste B va poursuivre ses fonctions jusqu'aux 6 mois après, parce qu'il y a encore peut-être à régler des dépenses antérieures au premier tour pour la liste B, hein, ou à encaisser des dons pour équilibrer le budget de la liste B. Pour ce qui est de la liste issue de la fusion, eh bien, on regarde la ligne deuxième tour, on aura donc une liste AB fusionnée, et cette liste AB fusionnée, elle va, elle aussi, déposer son compte de campagne. Mais son compte de campagne, il va présenter les dépenses engagées par la liste A jusqu'au dimanche 15 mars et les dépenses engagées par la liste de fusion AB pendant l'entre-deux tours jusqu'au dimanche 22 mars. Et le mandataire financier de cette liste issue de la fusion, eh bien, ça sera le mandataire financier de la liste A. Le tête de liste reste tête de liste, le mandataire reste mandataire. Ça va avec. Et à la même date que les autres, 10e vendredi qui suit la date du premier tour, eh bien, la liste AB déposera son compte de campagne dans les conditions dont je viens de parler. Donc, on aura nécessairement deux comptes. Celui de la liste B, qui s'arrêtera le 15 mars, et celui de la liste AB, qui s'arrêtera le 22 mars. Alors, vous avez précisé effectivement le seuil des 9000 habitants pour les comptes de campagne. C'est important, d'autant que nous avons quelques questions de communes de taille plus réduite, notamment une question concernant les communes inférieures à 1000 habitants. Que se passe-t-il pour l'entre-deux tours? Il n'y a pas de liste, que des candidatures individuelles. Oui. Alors, il n'y a que des candidatures individuelles, en effet, parce que en matière de mode de scrutin, la grande frontière, c'est 1000 habitants. Au-dessus de 1000, c'est un scrutin de liste. En dessous de 1000, c'est un scrutin uninominal, puisqu'on élit les conseillers municipaux un par un, et que tout simplement, on regarde quels sont les individus qui ont récolté le plus de voix. Alors, une remarque quand même, les électeurs dans ces communes de moins de 1000 habitants peuvent se voir proposer des bulletins de vote présentés sous forme de liste. Mais en fait, ce seront des candidatures individuelles groupées sur un même bulletin pour faciliter le choix, pour montrer qu'on est une équipe de 7, de 9 bien soudée, et qu'on propose à l'électeur de prendre un seul bulletin avec les 9 noms et de les mettre dans l'urne. Mais même lorsque l'électeur voit une liste, juridiquement, ce n'est pas exactement une, c'est une compilation de noms. Et la question donc portait sur l'entre-deux tours, tout simplement parce que dans ces communes-là, le soir du premier tour, sont élus les individus qui ont récolté une majorité absolue de suffrages. Donc, sur le conseil municipal de cette personne, il y en aura peut-être 2. Mais il faudra élire les 5 autres. Et ces 5 autres seront élus dans une sorte d'entre-deux tours, si l'on veut. Mais seront élus le dimanche suivant, cette fois à la majorité relative. Le dimanche suivant, il reste 5 sièges à pourvoir. Eh bien, on regardera quels sont les 5 individus qui ont eu le plus grand nombre de suffrages. Et ils seront élus au conseil municipal. Parfait. Passons, avant de passer peut-être à notre deuxième partie consacrée à l'immédiat après scrutin,
Revenons un petit peu à ce qu'on vient de se dire durant cette première demi-heure avec quelques questions sur notamment les règles de communication. Alors, on revient un petit peu en arrière. Rappelons, on a une question sur une publication relative au bilan de mi-mandat, mise en ligne il y a plusieurs années, sur le site de la ville, mais toujours visible sur le site d'accueil de la commune. Qu'en est-il? Est-ce que c'est valable ou est-ce que c'est... Alors, d'abord, l'humilité oblige à dire que, à ma connaissance, le Conseil d'État n'a jamais tranché clairement cette question-là. Et que ce que je constate, c'est un débat, même entre juristes, sur cette question précise-là. Je vous donne ma position, parce que je la crois argumentée et fondée. Ma position, c'est que la circonstance que vous décrivez là ne pose pas de problème. Parce que, quelle est la règle qui est dans les têtes et qui est visée là, quand on se pose cette question? C'est la règle prévue à l'article L52-1 du Code électoral qu'il faut lire précisément. La phrase est courte, mais elle est importante. Il est écrit qu'aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin dans les 6 derniers mois, enfin depuis à compter du 1er septembre 2019 pour nos élections. Est-on certain que laisser en l'état sur le site Internet une publication qui a été mise en ligne des années antérieurement constitue l'organisation d'une campagne de promotion publicitaire dans les 6 derniers mois? J'ai un doute. Parce que l'organisation, pour moi, requiert l'idée d'un acte positif qui ne serait pas présent là en l'espèce. J'ajoute à cela, même si ça n'est qu'un argument parmi d'autres et que je n'ai pas la prétention de dire qu'il soit définitif, que lorsque le Conseil d'État s'est demandé si on pouvait, en application d'une autre règle, l'article L49 dont j'ai parlé tout à l'heure, laisser accessibles les sites de campagne à partir du samedi matin, il a répondu oui. Et il a dit l'interdiction qui est posée par le Code électoral, c'est l'interdiction d'ajouter un élément nouveau à partir du samedi matin. Mais on peut laisser les sites accessibles. Il me semble qu'il y a une analogie possible entre son interprétation du L49 et l'interprétation de la règle dont je viens de parler, du L52. Donc, on laissera vraisemblablement le juge électoral en haut lieu trancher cette question-là, mais moi je pense qu'il y a des arguments sérieux pour soutenir que ce n'est pas un problème. Sans quoi, imaginez la difficulté. Je rajoute un troisième point. On pourrait se dire retirer du site Internet, retirer des archives du site Internet le bulletin de mi-mandat, le bilan de mi-mandat. Ce n'est pas très compliqué, certes. Mais maintenant, parlons de la page Facebook. Est-ce à dire, si on ne suit pas ma position mais l'autre, qu'il faille supprimer toutes les publications antérieures au 1er septembre 2019 sur la page Facebook éditée par la commune? Là, le travail semble beaucoup plus considérable. Je ne suis pas du tout certain que ce soit ça qui soit visé par le législateur. La dernière question avant de poursuivre sur l'après-scrutin. Un maire qui ne se représente pas peut-il distribuer le bilan de son mandat pendant la période située entre le 2 mars et le 14 mars? Alors, il y a plein de choses là-dedans. Distribuer un bilan de mandat, c'est admis, c'est autorisé pour tout le monde. La question, c'est sur quel fond ce bilan de mandat a été réalisé. Dans l'article L52-1 du Code électoral dont je viens de parler, ce qui est interdit, c'est que la commune ou l'intercommunalité, la commune ou l'intercommunalité, réalise un bilan de mandat qui, par ailleurs, serait valorisant, inutilement valorisant, et le diffuse à la population. Mais un candidat sortant a toujours le droit, sur ses fonds privés, les fonds de son parti politique, les fonds de sa campagne, de concevoir, d'éditer, d'imprimer et de distribuer le bilan de son mandat. Donc en soi, quand vous me dites un maire qui distribuerait sur les marchés son bilan de mandat, qu'il soit candidat à sa réélection ou pas, sur cette seule base, je vois rien de choquant. Alors, peut-être que l'auditeur a en tête un cas où le maire aurait fait imprimer un bilan de mandat sur les fonds communaux. Alors là, ça pourrait poser problème au titre du L52-1, et encore une fois, qu'il soit candidat à sa réélection ou pas. Parfait.
Poursuivons puisque notre temps file. Passons à l'après-scrutin. Nous vous posons une question, chers auditeurs, nous vous faisons réagir. Pensez-vous être suffisamment préparé afin d'éviter tout risque de contentieux électoral? Oui, non, nous vous laissons quelques instants pour répondre et Maître Buteau reviendra avec un commentaire en fonction de vos réponses, parce que c'est intéressant cette thématique du contentieux que nous allons aborder dès à présent. Vous retrouvez votre fiche VK sur l'aspect contentieux, calendrier, contentieux et décision de justice. Oui, projetons-nous sur le moment de l'après-élection et sur l'éventualité d'un contentieux, parce qu'il faut avoir en tête le timing de tout cela. Quand est-ce que l'élection que je viens de remporter, que je viens de perdre, sera effectivement remise en cause? Alors, c'est pas simple, ça nécessite bien deux petites minutes. D'abord, premier point important, un recours contre les résultats de l'élection, ça s'introduit dans moins de 5 jours. Ça s'introduit au plus tard le vendredi à 18 h, avant le vendredi à 18 h, qui suit le tour de scrutin où l'élection est acquise. Donc si l'élection est terminée au premier tour, ça sera le vendredi 20 mars avant 18 h. S'il faut un deuxième tour, alors ça ne sera que le 27 mars à 18 h. Mais enfin, ça fait un délai extrêmement court pour saisir le tribunal administratif. Et c'est bien la date de réception par le tribunal qui compte et pas la date d'envoi. Donc, en matière de contentieux électoral, on oublie absolument les envois postaux. Soit on se déplace au tribunal administratif en préfecture, en sous-préfecture, ou on confie le dossier à un avocat, ou bien alors, parce qu'on est habitué de ces outils-là, on se sert de télérecours citoyen, c'est-à-dire cette plateforme d'échange entre les justiciables et les juridictions administratives qui permet de déposer une requête, et au nombre desquelles les requêtes électorales. Mais vraiment, on ne croit pas préserver son droit en envoyant, en recommandé un vendredi. C'est l'assurance que le recours sera tardif et donc irrecevable. Le préfet a 15 jours, lui. Mais il est souverain. On peut toujours lui demander de saisir le tribunal. C'est bien lui qui décidera de la pertinence de le faire. Alors, une fois que le recours est introduit, dans quel délai est-ce qu'il va être jugé? Alors, il y a des délais dans le code électoral qui peut laisser espérer au requérant que tout ça va être très rapide. Alors, le premier délai, c'est celui qui pèse sur le tribunal administratif. C'est 3 mois dans le code électoral. Alors, celui-là, ce délai, il est très contraint. Parce que, voilà, vous l'avez là. Parce que si le tribunal administratif n'a pas statué dans les 3 mois, il est dessaisi, le dossier part au Conseil d'État, il ne statuera jamais. En revanche, ce délai de 3 mois, dans les communes de plus de 9 000 habitants, il ne commencera à courir qu'à partir du moment où les candidats ont reçu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, c'est ça le CNCCFP que vous avez sur votre écran. Donc, qu'à partir du moment où les candidats auront reçu la décision de la CNCCFP sur leur compte de campagne. Ce qui, évidemment, retarde un peu plus. Alors, si on synthétise tout ça, ça signifie que dans les communes de moins de 9 000, eh bien, le recours, il sera tranché au plus tard fin juin 2020. Mais que dans les communes de plus de 9 000 habitants, vous n'aurez pas de réponse du tribunal administratif avant, enfin, pardon, vous pourrez avoir une réponse en août ou en septembre, mais que le délai maximal, ça sera octobre 2020. Vous pourriez n'avoir de réponse qu'en octobre 2020. Deuxième point, une fois que la décision est prise par le tribunal administratif, on refait appel. Alors, ça va heureusement plus vite que d'habitude. Vous avez déjà eu à suivre un contentieux devant les juridictions administratives, vous êtes passé par la cour administrative d'appel avant d'aller au Conseil d'État. En contentieux électoral, ça va plus vite, justement, pour essayer de compresser les délais et de faire en sorte que des équipes mal élues, irrégulièrement élues, gouvernent la cité pendant trop longtemps. Donc, on saute au-dessus de la cour administrative d'appel, et l'appel, il est directement devant le Conseil d'État. Et ce Conseil d'État, dans le code électoral, en principe, il a 6 mois pour statuer. Bon.
Mais en pratique, comme il n'a personne pour faire sanctionner la méconnaissance de ce délai, il peut, lorsque c'est nécessaire, prendre son temps. Et à l'arrivée, la seule certitude en pratique qu'on a, quand on regarde ce qui s'est passé les fois précédentes, c'est que le Conseil d'État tranche les derniers contentieux en décembre de l'année civile suivante. Donc, dans les communes de moins de 9000 habitants, vous aurez une réponse au plus tard au premier semestre 2021, mais dans les communes de plus de 9000 habitants, ayez tout de même en tête que l'arrêt définitif du Conseil d'État, il pourrait très bien intervenir à la fin de l'année 2021. Il n'y a pas d'erreur, c'est bien 2021 dont on parle. Avec du coup une élection recommencée dans les 3 mois qui suivent, c'est-à-dire jusque potentiellement en mars 2022. Les règles du contentieux électoral font que parfois, dans les 3 premiers mois, c'est réglé, parce que personne ne fait appel, et parfois, c'est 2 ans après l'élection irrégulière que la nouvelle équipe prendra ses fonctions. Donc, comme vous le voyez, la fourchette reste importante. Alors, le contentieux électoral est évidemment un sujet qui nécessairement effraie. Alors, résultat de notre sondage, il est intéressant, c'est-à-dire qu'il est parfaitement égalitaire. Vous avez 51% de réponses oui, 49% de réponses non. Est-ce un déficit d'information ou plutôt effectivement une peur du contentieux fondamentalement? Moi, je vois le verre à moitié plein, là, parce que, et le fruit de formations successives des personnes qui nous écoutent et qui répondent, parce qu'en 2008 ou en 2014, vous auriez fait le même sondage, je crois qu'on l'a fait, mais de manière moins formelle, c'était pire, bien sûr, et c'est bien normal. Ce droit électoral, il est relativement jeune, il connaît des modifications très récentes, mais de rien, les acteurs publics locaux acquièrent une expérience, et le fait que finalement, plus de la moitié d'entre eux, puisqu'on a 51, considèrent être suffisamment préparés, ça signifie, je l'espère, pas qu'ils sont inconscients, mais qu'ils sont mieux formés encore que la fois d'avant, que la fois précédente. Donc faisons le pari que dans 6 ans, quand je reviens, on sera à 75. C'est absolument positif et vous avez raison. Passons à la première séance du conseil municipal, évidemment, acte fondateur du mandat, étape essentielle et absolument décisive. Retrouvez votre fiche VK sur l'élection du maire qui découle du conseil municipal. Date de séance d'installation du conseil municipal, cher Philippe. Oui, alors on a rappelé ici une règle bien connue. Il faut que le premier conseil municipal se tienne au plus tôt le vendredi qui suit l'élection, au plus tard le dimanche. Alors, j'ai discuté avec des maires hier qui sont sûrs d'être élus parce qu'il n'y a qu'une seule liste chez eux et qui me disaient nous, on va le faire le samedi matin parce que ça permettra aux gens d'être là. C'est tout à fait possible. Il faut prendre soin à 2 choses. Qui convoque et quand. Qui convoque, c'est le maire sortant. Parce que quand bien même les conseillers municipaux sortants auront terminé leur mandat le 15 mars, le maire, lui, va, nous dit le code, poursuivre ses fonctions jusqu'à l'installation du nouveau conseil municipal. Donc, dans la période de transition entre le dimanche de l'élection et la première réunion du conseil municipal, le maire reste maire. Et c'est donc lui qui va convoquer les nouveaux élus, même si lui n'est plus conseiller municipal, soit qu'il ne soit pas représenté, soit qu'il soit battu, soit qu'il soit devenu conseiller municipal d'opposition d'ailleurs. Il reste maire. Donc c'est lui qui va convoquer quand? Eh bien, le code prévoit un délai spécial de 3 jours francs. Alors, les communes de moins de 1000 habitants connaissent ce délai déjà. Mais pour les communes plus peuplées, d'habitude, c'est 5 jours francs qu'il faut laisser entre la date où la convocation part et la date où le conseil se réunit. Et là, comme il faut le faire en une semaine, c'est 3 jours. Donc, si vous voulez que le conseil municipal se tienne le vendredi, les jours francs, c'est jeudi, mercredi, mardi, ça veut dire que la convocation part le lundi. Bon, pas très confortable, mais c'est possible. Et si vous voulez que ce soit le samedi, il faudra qu'elle parte le mardi. Et si vous voulez que ce soit le dimanche, il faudra qu'elle parte le mercredi. Mais ça sera le maire qui convoquera les nouveaux élus. Donc, les élus vont venir
à la date, à l'heure et sur le lieu prévu dans la convocation. Et c'est bien le maire sortant qui va les accueillir, qui va ouvrir la séance, constatant qu'ils sont installés, va perdre sa fonction de maire. Et à ce moment-là, c'est le doyen d'âge, parce qu'on n'a pas encore le nom du nouveau maire, donc c'est le doyen d'âge du conseil municipal qui va assurer pendant un petit temps la présidence du conseil municipal, donc le plus âgé des conseillers municipaux, même s'il est dans l'opposition, c'est le plus âgé qui siège, juste pour organiser l'élection du maire. Et sur la convocation des élus, sont-ils convoqués par mail? Y a-t-il un formalisme? Alors oui, le même formalisme que d'habitude. C'est-à-dire qu'il faut déjà écrire au domicile. Vous n'avez pas le choix. Les conseillers municipaux sont nouveaux. Ils n'ont pas fait valoir leur volonté de recevoir la convocation ailleurs. Donc on leur envoie à leur domicile. Par mail, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais à condition que la commune, que les services soient en mesure de prouver la date à laquelle ce mail a été envoyé. Alors, des technologies existent pour garantir, pour certifier la date d'expédition d'un mail. Et dans ce cas-là, je n'ai aucune difficulté à ce que ça prenne cette forme dématérialisée. Mais le mieux en la matière, comme ça doit être adressé au domicile et qu'on n'a pas forcément les coordonnées mail, qu'on n'a pas à supposer qu'elles soient restées les mêmes, le mieux pour cette réunion-là, c'est tout de même de les faire délivrer à domicile en papier. Deuxième question qui est liée sur la convocation, si le maire est absent, qui installe le nouveau conseil? Alors, j'ai parlé du maire, mais les adjoints conservent leurs fonctions également jusqu'à l'installation du conseil municipal. Donc, de la même façon que le premier adjoint est appelé pendant le mandat à suppléer le maire en cas d'empêchement, eh bien là, c'est ce qui va se passer. Si le maire a décidé de quitter la commune parce qu'il n'a pas supporté sa défaite, qu'il est parti de l'autre côté de la terre, eh bien, c'est son premier adjoint qui va le suppléer et qui convoquera. Et si personne ne le fait, il est prévu que ce soit le préfet qui finisse par convoquer parce qu'il est impératif que le conseil municipal se réunisse entre le vendredi et le dimanche. Poursuivons par l'élection, par la fin des pouvoirs d'équipe sortante, tout d'abord, ensuite l'élection du maire, l'élection des adjoints, pour pouvoir aborder l'élément important du règlement intérieur du conseil municipal pour terminer. Oui, donc là, vous avez ce que j'ai dit tout à l'heure, la fin des pouvoirs des équipes sortantes. Au cours de cette première séance, vont avoir lieu l'élection du maire et des adjoints, à tout le moins. Donc ça signifie, on élit le maire, c'est à la majorité, enfin au scrutin uninominal, majorité absolue aux 2 premiers tours et la majorité relative au 3e tour, c'est nécessaire. Ensuite, on vote sur le nombre d'adjoints, parce qu'on n'est pas obligé d'en avoir le maximum légal. Le maximum légal, c'est 30% de l'effectif, mais on peut très bien choisir d'en avoir moins. En tout cas, le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le nombre d'adjoints. Et puis, juste après, à décider de leur nom. Là-dessus, on n'a pas le temps de s'étendre sur les détails, mais il y a un tribunal administratif qui nous dit qu'on n'a pas le droit de le faire le même jour parce que la délibération sur le nombre d'adjoints n'est pas exécutoire. J'ai plutôt tendance à suivre les tribunaux administratifs, les autres, qui disent que si, bien sûr, puisqu'il faut bien que tout ça se tienne d'un seul tenant. Donc, deuxièmement, on détermine le nombre d'adjoints. Troisièmement, on élit ces fameux adjoints. Et sur ce point-là, il y a vraiment matière à une remarque importante parce que le droit a changé dans la loi engagement et proximité. Jusqu'à maintenant, quand vous présentiez en conseil municipal une liste d'adjoints soumise au vote des conseillers municipaux, cette liste devait être paritaire à une personne près. Donc, s'il y en avait 7, il y avait 4 hommes, 3 femmes, ou 4 femmes, 3 hommes, mais dans n'importe quel ordre. Désormais, attention, pour la première fois, cette liste des adjoints devra être non seulement paritaire, mais en plus avec une alternance stricte de candidats de chaque sexe, comme la liste des candidats au conseil municipal. Donc, gare, le droit a changé, et lors de cette première séance du conseil municipal, il faudra présenter une liste d'adjoints qui soit strictement alternée. Et puis, 4e point, lors de cette première séance, c'est désormais la lecture de la charte de l'élu local qui est prévue dans le Code général des collectivités territoriales et la remise solennelle d'une copie de cette charte aux nouveaux conseillers.
étant entendu que la méconnaissance de cette lecture obligatoire serait sanctionnée d'une manière bien mystérieuse. J'aurais-il que, si on veut faire correctement les choses, il faut donc la lire. Vous parliez du règlement intérieur. Oui, alors ça, là... Élection des adjoints, oui, on en a parlé. On en a parlé. Donc, règlement intérieur qui constitue le dernier point. Absolument. Donc, vous retrouvez pour nos abonnés la fiche VK fonction. Vous retrouvez également le schéma de procédure issu de vos abonnements. Alors, effectivement, un règlement intérieur qui suscite toujours aussi beaucoup de questions. Oui, et une alerte particulière là aujourd'hui, parce que à compter des prochaines élections, ce règlement intérieur, il devra être adopté par toutes les communes de plus de 1000 habitants, alors qu'avant, le seuil était de 3500 habitants, là, pendant le mandat qui se termine. Donc, il y a un nombre considérable de communes qui vont devoir adopter leur premier règlement intérieur, alors même qu'elles n'en avaient pas l'habitude. Les communes de moins de 1000 habitants, elles peuvent aussi se doter d'un règlement intérieur, hein, rien ne l'interdit. Mais au-dessus de 1000, c'est donc désormais une obligation. Alors, le Code rajoute que ce règlement intérieur doit être adopté dans les 6 premiers mois. Encore une fois, si on ne l'a pas fait, il n'est pas interdit de le faire un an après l'élection, hein, mais le respect de l'obligation légale, c'est de le faire dans les 6 premiers mois. Et je termine en disant qu'il y a 5 points obligatoires. Il n'est pas interdit d'en rajouter d'autres. Par contre, j'ai toujours trouvé un petit peu inutile de reproduire les dispositions du Code dans un règlement intérieur. Si les dispositions du Code sont déjà dans le Code, ça ne sert à rien de les répliquer. Mais bref, il y a donc 5 sujets qu'il faut absolument aborder dans un règlement intérieur, sans quoi il est illégal. Alors, ces points sont rappelés là à gauche de l'écran, à gauche du schéma. Je les rappelle rapidement. Les conditions de débat d'orientation budgétaire. Deuxièmement, les conditions dans lesquelles les élus peuvent consulter les projets de contrat de service public en mairie. Troisièmement, les conditions dans les communes de plus de 50 000 habitants dans lesquelles ces conseillers pourront créer une mission d'information et d'évaluation. Quatrièmement, les conditions dans lesquelles ces conseillers pourront poser des questions orales au conseil municipal. Et cinquièmement, les conditions dans lesquelles les conseillers municipaux de l'opposition pourront s'exprimer dans le bulletin, hein, dans le cadre de ces fameuses tribunes libres. Je rajoute un tout dernier point nouveau, parce qu'issu de la loi engagement et proximité, qui peut paraître anodin, mais qui n'est pas tout à fait. Désormais, le Code prévoit que le règlement intérieur précédemment adopté continue de produire ses effets jusqu'à l'adoption du nouveau règlement intérieur. Avant, il y avait un trou. Désormais, il n'y en a pas. Donc, le règlement intérieur qui est en vigueur aujourd'hui, 28 février, sera en vigueur lors de la première séance du conseil municipal après l'élection, et en avril et en mai, jusqu'à ce que le conseil municipal en ait adopté un nouveau. Ça fait une continuité et ça rend les choses plus sûres, simple, hein. Voilà, plus simple et plus sûr, et ça rend surtout plus effectifs les droits de l'opposition qui ont été reconnus au cours du mandat précédent et qui ont vocation à s'appliquer dès le début. Nous avons énormément de questions sur tous les sujets qu'on a abordés, donc nous ne pourrons pas répondre évidemment à toutes ces questions. Sur le règlement intérieur, quelle obligation d'en adopter un? Nous y avons répondu, ça a changé, hein, donc c'est bien à partir de 1000 habitants. Alors beaucoup de questions sur la parité notamment aussi des adjoints. Alors, je reviens sur le règlement intérieur puisque c'est notre dernier sujet, dans l'attente de l'adoption du nouveau règlement dont on vient de parler. C'est donc le précédent qui s'applique, y compris pour ce qui concerne l'expression des oppositions dans les supports de communication. Et oui. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. On avait un trou, maintenant il n'y en a plus. Et donc, la façon, imaginons une alternance politique dans une commune. Eh bien, la façon dont la majorité actuelle aura traité l'opposition déterminera la façon dont la nouvelle opposition sera traitée par la nouvelle majorité. Peut-être les traiter correctement si on veut l'être à son tour quand on sera dans l'opposition. Un cercle vertueux. Merci cher Philippe. Alors, vous retrouvez
dans l'intégrale VK, hein, les fiches que vous avez pu voir passer à l'écran sont issues de nos collections. Vous retrouvez toutes les clés pratiques hein, de l'exercice de votre mandat au quotidien, la gestion de la collectivité, fonctionnement de l'Assemblée évidemment, droit des élus, l'ensemble des règles électorales du scrutin, mais au-delà, les règles de la vie politique locale. Et c'est bien tout cela qui est à prendre en compte. À jour, évidemment, et nous en avons parlé, de la loi engagement et proximité de décembre dernier, et actualisée tout au long de l'année par Maître Buteau. Donc vous retrouvez toutes ces informations condensées dans nos services. Vous pouvez les retrouver très facilement sur notre site. N'hésitez pas, évidemment, à nous contacter. Donc nous arrivons hein, au terme de cette webconférence. Dites-nous si vous voulez recevoir plus d'informations sur nos ressources. Pour tous ceux qui n'auraient pas eu réponse à leurs questions, donc ces ressources et également pensez avec Aline Espert sur vk.fr, nos services d'accompagnement juridique. Vous retrouvez évidemment Philippe Buteau, le cabinet Oppidum Avocat. Merci infiniment, cher Philippe, pour d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir participé à cette webconférence. Merci à tous, merci à toutes et à tous pour votre attention et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Alors c'est le 12 mars prochain. Vous retrouvez une nouvelle webconférence. Ce sera Philippe Potier-Spéry qui sera aux manettes avec ses invités pour parler cette fois-ci d'intercommunalité, de transfert de compétences eau et assainissement. Sujet bien actuel, un événement organisé en partenariat avec Cyril Group et la DGCF. Merci enfin à Laetitia Ligo pour la réalisation de cet événement et je vous souhaite donc une excellente journée et à très bientôt.